Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la 19e séance du Conseil des ministres au palais présidentiel. Et en Inde, les Indiens sont inquiets pour leur santé à cause de la pollution de l'air. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, mardi, un message de condoléances à son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, suite au décès survenu hier, lundi, de son frère et par ailleurs tout commis de l'État émirati, Cheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan. Dans son message, le président de la République a, au nom du peuple et du gouvernement de Djibouti et en son nom propre, exprimé sa compassion et sympathie au président des Émirats arabes unis. Je vous prie d'étendre les condoléances attristé à la nation, djiboutienne, au gouvernement, au peuple frère émirati et aux proches et amis du regretté haut responsable, a écrit en substance le chef de l'État. Nul doute qu'avec le décès de Cheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan, les Émirats arabes unis déplorent la disparition d'un valeureux patriote au service du bien-être et du développement de son pays et de son peuple, a ensuite noté le président Guelleh, qui a prié Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Le président de la République a par ailleurs adressé respectivement des messages similaires au prince héritier d'Abu Dhabi et adjoint chef suprême des armées des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et au vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Le président de la République a présidé aujourd'hui la 19e séance du Conseil des ministres. Était inscrite à l'ordre du jour de cette séance 5 questions. Écoutons pour plus de précision le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 19e séance du Conseil des ministres en ce mardi 19 novembre 2019. Était inscrite à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de loi portant adoption de la politique nationale de la formation professionnelle. Afin d'impulser le renouveau de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un document de politique et de stratégie pour ce sous-secteur. Cette politique est conçue et validée par l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle, qu'ils soient étatiques, du secteur privé ou de la société civile. Elle a pour objectif d'apporter une réponse à la nécessité d'établir des orientations claires dans ce domaine de responsabilité du gouvernement. Elle se veut aussi un outil de facilitation de la mise en œuvre des activités en cours et celles à venir dans le cadre d'une gouvernance partenariale avec les représentations professionnelles pour mettre en place un système national efficient de la formation professionnelle. Elle doit également faciliter l'intervention de la communauté internationale et des organisations non gouvernementales. La deuxième question est un projet de décret portant application de l'article 11 de la loi numéro 90 de l'année 2015 de la 7e législature relatif aux performances énergétiques minimales et à leur affichage pour les climatiseurs, les réfrigérateurs, congélateurs, appareils combinés et ampoules. Face à la croissance inéluctable de la demande d'électricité, l'une des mesures prioritaires est la mise en place d'exigences de performance énergétique minimale sur tous les appareils et systèmes électriques. Le présent décret met en place une réglementation visant à la transformation progressive et durable des marchés des appareils et systèmes consommant de l'énergie électrique vers les technologies les plus énergétiquement efficaces. À cet effet, il définit les modalités d'étiquetage et d'affichage de l'étiquetage des climatiseurs, des réfrigérateurs, des congélateurs, des appareils combinés et des ampoules préfabriquées, assemblées, importées ou vendues en République de Djibouti. Aujourd'hui, tout équipement électrique doit respecter des normes de sécurité, notamment pour garantir la protection des usagers vis-à-vis des décharges électriques. Ces normes sont de nature internationale et sont appliquées par défaut avant toute mise sur le marché. La mesure proposée consiste à introduire sur des bases similaires des exigences énergétique minimale. L'introduction de seuils de performance énergétique complète efficacement les programmes d'affichage obligatoires de consommation d'énergie sur les équipements électriques. La réglementation des performances énergétiques s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique de développement
durable du gouvernement. La suite de cette séance de ce matin a également porté, entre autres, sur les spécifications thermiques dans les nouveaux bâtiments et aux dispositions d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics en République de Djibouti. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La question concerne un projet d'arrêté portant application des articles 13 et 14 de la loi numéro 90 de l'année 2015, 7e législature, relatif aux spécifications thermiques dans les nouveaux bâtiments, aux dispositions d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics en République de Djibouti. Le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions et les modalités d'application des spécifications thermiques des bâtiments privés et publics, tant pour les nouveaux bâtiments que pour l'extension et la rénovation importante des bâtiments existants aux fins de garantir leur performance énergétique. La réglementation thermique des bâtiments vise essentiellement à réduire les besoins de climatisation des bâtiments, à améliorer le confort des bâtiments non climatisés, à inciter les architectes, ingénieurs et maîtres d'œuvre à utiliser des principes de conception thermique performante de l'enveloppe du bâtiment, à mettre à la disposition des maîtres d'ouvrage, décideurs publics et bailleurs de fonds, un outil permettant d'améliorer la productivité de leurs investissements et à aider à la réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments existants. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté à la tarification automobile, au règlement des sinistres matériels automobiles. Depuis l'an 2000, de nombreuses réformes ont été introduites dans le secteur des assurances. Ce processus de réforme requiert aussi la revue et la mise à niveau permanente des normes et pratiques techniques en vigueur dans l'industrie des assurances. L'assurance automobile obligatoire évolue aujourd'hui dans un environnement socio-économique marqué par un fort accroissement du parc automobile et l'augmentation corrélative du nombre d'accidents. Elle nécessite donc une adaptation de ces règles de souscription pour améliorer l'offre des services d'assurance, le comportement des usagers de la route et la gestion des prestations. Le présent arrêté a ainsi pour objectif d'actualiser les paramètres d'appréciation du risque automobile avec le double objectif de promouvoir l'équité tarifaire du contrat auto et renforcer la prévention routière. Il prévoit aussi un ensemble de normes de tarification pour les assurances automobiles de courte période et les assurances portant sur plusieurs véhicules, assurance flotte, ainsi que des règlements d'évaluation pour les sinistres matériels. La cinquième question concerne un projet d'arrêté complétant l'arrêté numéro 2018-188 présidence du 20 décembre 2018 portant création et affectation d'un périmètre d'une zone de relogement et des équipements. Il s'agit bien d'un arrêté qui est présenté par le ministère du Budget. Ce périmètre situé sur le boulevard Assamo est dédié à des aires de jeu, des espaces de détente et de commerce de proximité, ainsi que des espaces marchands prévus dans la zone de Mistuker Nord. Ce périmètre est destiné au secrétariat d'État à la décentralisation. Une autre parcelle de terrain d'une superficie de 2360 mètres carrés est affectée au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour la construction d'un centre de développement communautaire. Dans le reste de l'actualité, la zone franche internationale de Djibouti, le fleuron des infrastructures économiques de notre pays, construite donc pour attirer des entreprises, des usines d'assemblage, des investisseurs et autres, voit croître depuis son inauguration en juillet 2018 le niveau de demande. C'est un commentaire de Hamza Mohamed.
Pour compléter les maillons manquants de ces dessins, un hôtel implanté au sein de ces zones franches internationales que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré officiellement hier matin. Cet hôtel qui s'implante dans le paysage djiboutien et contemporain, lumineux, très spacieux et luxueux, comme il cède à un véritable projet phare en Afrique. Avec une superficie de 14 000 mètres carrés, l'International Hotel de Djibouti est un hôtel de 5 étoiles d'une capacité de 155 chambres, 78 appartements, dont 77 chambres standards, 12 suites juniors, dont 2 suites royales, dans une fresque dédiée à l'art contemporain qui répond à une clientèle d'affaires haut de gamme. Ce complexe, dira-t-on, est un élément structurant du développement économique du pays. En d'autres termes, il est le prélude d'un nouvel esprit djiboutien et un élément important pour la création d'emplois. Il s'inscrit parfaitement dans les principes et les objectifs de la politique nationale d'attraction d'investisseurs étrangers que le chef de l'État a mis en place. La zone franche internationale attire déjà beaucoup de nouvelles entreprises. L'International Hotel de Djibouti s'inscrit dans une démarche de développement économique, l'accueil de nouvelles activités et le renforcement de l'économie locale. Il s'agit d'impulser des actions en faveur de l'emploi et la création d'activités. En nouvelles du pays, toujours, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry-Édouard André, accompagné du général de l'armée et de son attaché militaire à l'ambassade. Était également présent, côté djiboutien, le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssouf Charmaké. À l'issue des échanges, la coopération et l'assistance en matière d'aéronautique étaient donc le principal axe des discussions. Il a été également question de chercher les voies et moyens de renforcer davantage les liens économiques et fraternels entre les deux pays, particulièrement dans le secteur des infrastructures. Enfin, le ministre a souligné le lien d'amitié historique qui constitue un socle fondamental entre Djibouti et les États-Unis depuis des années et a souhaité à l'ambassadeur une bonne continuation dans ses fonctions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu en audience aujourd'hui une forte délégation conduite par le chef de mission de l'USAID dans la région, Sean Jones. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, le représentant de l'USAID à Djibouti, Lloyd Jackson, ainsi que le secrétaire général du MENFOP ont pris part à la rencontre. L'occasion pour le ministre Moustapha de souhaiter la bienvenue à la délégation américaine. Il a tout de suite dit donc son entière satisfaction du cadre de coopération très efficient entre l'USAID et le MENFOP. Nous souhaitons voir la coopération entre l'USAID et le reste des partenaires se renforcer pour aider et améliorer l'employabilité des jeunes, a-t-il indiqué. Le ministre a ensuite fait un état des lieux de l'école djiboutienne. Il a balayé large sur les différents projets en cours avec l'USAID et le reste des partenaires en vue de renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages. Il a évoqué également la nouvelle stratégie mise en place par le gouvernement dans le cadre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est un levier majeur pour lutter contre le chômage et la précarité. De son côté, le chef de mission de l'USAID, Sean Jones, a assuré le ministre de la poursuite et du renforcement de la coopération entre l'agence américaine de coopération et le gouvernement djiboutien. Il a mis l'accent sur l'entière disponibilité et du soutien total de l'agence d'aide publique américaine au secteur de l'éducation. Partenariat dans ce secteur, je constate que les trois grandes lignes de notre coopération, ça veut dire dans la société civile, l'employabilité et l'éducation primaire, tous les trois passent par ce ministère. D'autres ministères aussi, bien sûr, mais le ministre et son équipe travaillent dans tous les trois de ces grandes lignes de notre coopération. Et ça a produit des bons résultats pour nous et pour le gouvernement djiboutien et le peuple djiboutien bien servi par ce gouvernement.
Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé, a reçu hier dans l'après-midi le directeur régional de l'USAID pour Djibouti et l'Éthiopie, Sean Jones. La délégation a été introduite auprès du ministre par l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, et le directeur de l'USAID à Djibouti, Lloyd Jackson. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale et le renforcement des capacités de la part de l'Agence américaine de coopération en faveur de plusieurs activités à intérêt général. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration a souhaité la bienvenue au directeur régional et a souhaité davantage de collaboration. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, organise une formation de 5 jours aux différents animateurs des CDC au Sheraton Hotel, dispensée par Issa Bongo. Cette formation a pour objectif d'initier les responsables des CDC aux outils et environnements des centres de lecture et d'animation culturelle. Participer donc à ce lancement, outre le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le responsable des CLAC, le conseiller du ministre, ainsi que la coordinatrice du réseau CLAC à Djibouti. Saisissant l'occasion, le secrétaire d'État, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements avant de souligner que le projet CLAC permettra à beaucoup de jeunes, tant au niveau de la capitale que des régions de l'intérieur, d'avoir accès aux livres et de s'épanouir intellectuellement. L'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan a abrité donc aujourd'hui la 8e réunion de travail des experts du sous-comité technique conjoint de défense djibouto-éthiopien. Cette réunion de travail a vu la participation du haut commandement militaire djiboutien et bien sûr du haut commandement militaire éthiopien également. Et cette réunion a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les forces armées de la République de Djibouti et celles de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Cette 8e réunion de travail précède la réunion des chefs d'état-major des armées qui aura lieu demain à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma. Elle réunit aujourd'hui les experts du sous-comité technique conjoint de défense. Réunion de travail des experts du sous-comité technique conjoint de défense djibouto-éthiopien, dans le cadre du protocole d'accord signé en septembre 2011 à Addis Ababa entre nos deux ministères de la Défense. La République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie partagent des relations fraternelles fortes depuis de longue date. Il est à souligner que depuis 2011, nos deux parties ont travaillé en étroite collaboration, réalisant des activités fructueuses de plusieurs domaines. Ces résultats positifs ne pourraient être réalisés que grâce aux efforts constatés, particulièrement par les experts du sous-comité technique conjoint de défense. Je suis convaincu que cette réunion contribuera grandement à la réalisation des projets de nos deux parties, ainsi de concrétiser les objectifs fixés par nos deux dirigeants, raison pour laquelle je vous demande de ne ménager aucun effort dans vos discussions pour formuler des recommandations bien pensées qui permettront à votre hiérarchie de prendre les meilleures décisions dans le cadre de notre coopération qui est basée sur une confiance mutuelle. Enfin, je déclare officiellement ouverte cette réunion du groupe de travail des experts du sous-comité technique de défense pour sa 8e édition. Je vous remercie. Et de son côté, le chef de la délégation éthiopienne, le général de division Driba Mekonnen, chef du bureau de maintien de la paix, s'est dit honoré de la tenue de cette réunion à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Il a aussi remercié le commandement militaire pour l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet, lui ainsi que sa délégation. Il a souligné que Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations fraternelles et historiques axées sur le développement de la paix dans la région. Le général Driba Mekonnen a rappelé l'excellent travail de coopération entre les forces djiboutiennes et éthiopiennes déployées en Somalie dans le secteur 4 dans le cadre du rétablissement de la paix sous la bannière de la MISOM. Ce travail de coopération et de coordination entre les deux forces a porté ses fruits dans la lutte contre la milice d'Al-Shabaab et le rétablissement de la confiance avec la population civile. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu hier à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, accompagné de son attaché de sécurité, le colonel Frédéric Dantin.
Cette délégation a été accueillie par plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie, dont les commandants de l'école et les commandants du CICM. À cette occasion, l'ambassadeur s'est entretenu avec les chefs d'état-major de la gendarmerie nationale au salon VIP. Après cet entretien, l'ambassadeur a suivi à la salle de présentation de l'EI 3BJ des exposés portant sur la gendarmerie nationale et sur l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. À l'issue, la délégation a bénéficié d'une visite guidée des infrastructures de l'EI 3BJ, composée de plusieurs salles de cours, des salles de mise en situation, d'une salle de retour, d'un plateau technique et d'une médiathèque, d'une cafétéria, d'une reproduction, d'un tribunal de première instance, d'une auberge de 40 studios et d'un cercle mixte. Par la suite, le colonel Zakaria Hassanaden a remis des présents à M. Arnaud Guillois avant de poser ensemble la traditionnelle photo de famille. La visite a pris fin par un déjeuner offert par le colonel Zakaria Hassanaden en l'honneur de son Excellence M. Arnaud Guillois. À l'instar des pays africains, la République de Djibouti va célébrer jeudi 21 novembre prochain la journée africaine de la jeunesse au Palais du Peuple. Placée sous le patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh, cette journée africaine sera organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Les préparatifs de cette journée se poursuivent depuis plusieurs jours au Palais du Peuple et plusieurs activités sont prévues. Le directeur des sports au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Abshel Ali, nous a accordé donc une interview dans laquelle il a précisé que cet événement est organisé chaque année au mois de novembre et a toujours été célébré sous le haut patronage du chef de l'État avec la participation des personnalités djiboutiennes. Cette journée sera donc célébrée sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans le développement du pays et comment la jeunesse peut soutenir les personnes à besoins spéciaux ». Les CDC vont également présenter leurs réalisations durant l'année écoulée. Également au programme de cette journée, la jeunesse djiboutienne de la capitale, des régions et membres des associations seront mis en valeur. Les lauréats du Grand Prix du chef de l'État seront également connus et seront désignés par un jury émanant des différents départements ministériels. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd a présidé aujourd'hui une réunion portant sur les opérations d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à Djibouti au sein de l'agence. Cette réunion a été l'occasion d'une première prise de contact avec le comité de pilotage de ces opérations afin de mieux connaître le nombre exact des personnes concernées. À l'issue de cette réunion, une présentation et des débats ont eu lieu ainsi qu'une table ronde. Et dans une interview accordée à notre confrère, donc Ali Abdillahi, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, a précisé que la réunion d'aujourd'hui a réuni une grande majorité des institutions de l'État comme l'ANCI, le ministère des Affaires sociales et de solidarité, celui du travail et les corps de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Dans le courant de ce mois de décembre, nous allons sillonner, a-t-il indiqué, toutes les communes de la capitale et les régions de l'intérieur afin de procéder à la délivrance des cartes biométriques aux personnes handicapées. Et pour cela, le directeur général de l'Agence des personnes handicapées a lancé un appel à l'ensemble des Djiboutiens pour qu'ils se préparent à cette campagne. Coup d'œil à présent sur les activités de l'hôpital régional d'Ali Sabié depuis son ouverture. Donc l'hôpital Dr Ahmed Abfiye Ouarsama connaît donc un bilan positif des activités de prise en charge spécialisée de la médecine générale. Ce niveau d'activité démontre la dynamique portée par les équipes médicales et soignantes et notamment avec l'arrivée dans la région d'Ali Sabié des médecins cubains en 2016 qui a permis de diminuer fortement le nombre croissant de transferts des patients des régions du sud vers les hôpitaux de la capitale. Les différentes prestations médicales offertes sont la médecine polyvalente, l'ophtalmologie, la chirurgie viscérale, l'ORL, la stomatologie, gynécologie, anesthésie et orthopédie. L'hôpital régional d'Ali Sabié dispose d'un excellent plateau technique adapté aux différentes interventions chirurgicales en orthopédie. Dr Guido Hierro, médecin cubain, spécialiste en orthopédie, met en exergue ici à l'enceinte de l'hôpital régional les diverses interventions en orthopédie comme les fractures fermées et les fractures ouvertes de type 3, ostéotomie calcanienne, les traumatismes, les déformations de l'appareil locomoteur des membres inférieurs et l'ostéosynthèse, une opération chirurgicale qui consiste à maintenir entre eux les fragments d'un os cassé
grâce à des matériaux métallisés tolérés par l'organisme et de forme adaptée à l'élément traité. Choukri Abdi, ici, patiente d'une fracture ouverte, notamment l'os visible de dehors à la jambe gauche. Elle a subi une opération chirurgicale de 4 heures à l'hôpital régional d'Ali Sabié. Sa jambe est réparée, elle était satisfaite du résultat et elle est actuellement en convalescence. Nous restons dans le sud où le préfet de la région de l'unité Adan Darar Moussa a poursuivi sa tournée après Sankal dans la localité de Garsale Daba, périphérique de la sous-préfecture d'Ali Sabié. Lors de cette visite, le préfet était accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que de responsables des services déconcentrés. À son arrivée, le préfet et sa délégation ont reçu donc un accueil des plus chaleureux de la part de la population de Garsale Daba. Et en marge de cette visite de proximité, le préfet de la région s'est entretenu avec les chefs coutumiers et maires de la localité de Garsale Daba qui, en premier lieu, souhaitaient la bienvenue au préfet et soulevaient par la suite les lacunes et difficultés existantes et persistantes. Le préfet de la région a, dans son intervention, appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à porter à la connaissance des participants que la localité de Garsale Daba et ses périphéries bénéficieront du nouveau programme de solidarité famille appelé PITCH. Et enfin, pour clore cette édition Actualité internationale, c'était dans les titres pollution de l'air. Les Indiens sont inquiets pour leur santé est en danger. C'est le message qu'ont souhaité transmettre les jeunes Indiens lors d'une nouvelle manifestation contre la pollution. Regardez. Depuis plusieurs jours, le pays fait face à un pic de pollution atmosphérique qui oblige nombre d'habitants à porter des masques de protection. Beaucoup souffrent de taux chroniques ou d'irritation des yeux et de la gorge. Ce contexte sanitaire a obligé les autorités indiennes à fermer des écoles. À l'origine de ce nuage de pollution, les activités industrielles, le brûlé agricole, la circulation automobile ou le feu domestique. S'ajoutent à cela des conditions climatiques défavorables, notamment un vent faible qui empêche le nuage de se dissiper. Si l'Inde est habituée à la pollution, la concentration en particules fines dans l'air atteint actuellement des niveaux records qui dépassent très largement la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce contexte, certaines activités fleurissent. Des Indiens se tournent ainsi vers des bars à oxygène où ils peuvent respirer un air pur. La pollution de l'air favorise les maladies cardiovasculaires et les cancers. En 2017, elle aurait été la cause de plus d'1 million de décès prématurés en Inde. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.